Le froid du carrelage s'infiltrait à travers mon jean. Une morsure glaciale qui remontait le long de ma colonne vertébrale. La lune, pleine et indifférente, déversait une lumière blafarde par la fenêtre de la cuisine, transformant notre petit appartement en une scène de désolation. Le silence était absolu, si lourd qu'il semblait avoir un poids physique. Une pression sur mes tympans. Autour de moi gisaient les débris d'une fête qui n'avait jamais eu lieu. Des ballons argentés, maintenant flasques et pathétiques, pendaient comme des fruits morts. Une banderole, sur laquelle on pouvait encore lire « Félicita », avait été arrachée du mur et gisait en accordéon sur le sol. Mes doigts étaient collants, maculés de crème et de génoise. L'odeur écœurante du sucre et du beurre emplissait l'air. Un parfum de catastrophe. Je ne pleurais pas. Les larmes étaient venues et reparties, me laissant vide, comme une coquille creuse. Mon regard était fixé sur la table basse du salon. Dans le faisceau de lumière lunaire, deux objets reposaient côte à côte. Une petite boîte cadeau, le papier d'emballage déchiré avec une violence muette. Et juste à côté, solitaire et brillante, une unique clé. La clé de notre appartement. La clé de notre vie. La clé qu'il venait de laisser derrière lui. Comme on abandonne une chose sans importance. Mon monde venait de s'effondrer. Pas dans un fracas assourdissant, mais dans ce silence glacial. Je me demandais comment une vie entière, cette année de ma vie, pouvait tenir dans le petit cliquetis métallique d'une clé posée sur une table. Cette semaine plus tôt. L'odeur du café fort et des croissants de la veille était le parfum de ma vie. Depuis 7 ans, elle s'accrochait à mes vêtements, à mes cheveux, à ma peau. Je travaillais au Chêne Tordu, un petit bistrot de Vieux-Port-sur-Mer. Ce genre d'endroit qui semblait figé dans le temps. Le sky des banquettes était craquelé. Le jukebox dans le coin n'avait plus joué une seule note depuis les années 90. Mais les habitués s'en moquaient. Ils venaient pour le réconfort familier. La chaleur d'un lieu qui ne changeait jamais. Je venais travailler pour la même raison. Pour le réconfort d'une routine qui m'aidait à construire un avenir. Pas mon avenir. Notre avenir. Le mien et celui de Léo. Clara. La table 4 attend l'addition. Et le père Dubois au comptoir veut un autre café. Lança Manon en faisant glisser une assiette de croque-monsieur sur le passe-plat. Je hochai la tête, attrapant la cafetière d'un geste devenu mécanique. J'y vais. Manon était ma meilleure amie. Nous avions commencé à travailler ici à peu près en même temps. Elle était vive, drôle, et avait un don pour voir à travers les gens. Surtout à travers moi. Elle m'observait maintenant, pendant que je remplissais la tasse de Monsieur Dubois. Le dos courbé, les mouvements automatiques. Je sentais son regard dans mon dos. Quand je revins derrière le comptoir, elle s'y appuyait, essuyant une tache imaginaire avec un torchon. « Tu as l'air épuisé ?» dit-elle. Ce n'était pas un reproche. Juste une constatation. « Nuit blanche. » répondis-je en forçant un sourire. Léo révisait pour ses examens finaux de l'internat. Je lui préparais des fiches. Manon arrêta d'essuyer. Son regard se fit plus perçant. Tu lui préparais des fiches ? Clara. Il va avoir 30 ans. Il ne peut pas se les faire tout seul. Ces fiches ? Je me sentis piqué au vif. Ma loyauté envers Léo se dressa comme un bouclier. Il était exténué. Manon. Il sortait d'une garde de 36 heures à l'hôpital de Rouen. C'était la moindre des choses. C'est la dernière ligne droite. Dans quelques semaines, il sera officiellement le docteur Léo Fournier. Tout ça en aura valu la peine.
Tout quoi? Exactement? Demanda-t-elle. Sa voix plus douce maintenant. Ta vie? Tes économies? Ton rêve d'entrer aux Beaux-Arts? La mention des Beaux-Arts fut un coup bas. C'était un rêve que j'avais rangé dans une boîte poussiéreuse il y a 7 ans. Quand Léo avait reçu sa lettre d'acceptation à la faculté de médecine. Nous n'avions pas les moyens de poursuivre 2 rêves à la fois. Le sien était plus important, plus concret. Un médecin pouvait sauver des vies. Une artiste peint des tableaux. C'est ce que je me disais. En tout cas, c'est un partenariat? Dis-je. La voix ferme. Quand il réussit, nous réussissons. Nous sommes une équipe. Manon secoua lentement la tête. Sa queue de cheval brune oscillant dans son dos. Une équipe est censée jouer ensemble. J'ai l'impression que tu es la seule sur le terrain. Ma chérie. Il est le buteur star. Et toi? Tu es toute l'équipe technique? De la personne qui tond la pelouse à celle qui nettoie les vestiaires après le match. Je détestais quand elle avait raison. Ou quand elle avait presque raison. Ce n'était pas si terrible. Léo était aimant. Il était gentil. Il était juste. Occupé. La vie d'un étudiant en médecine, puis d'un interne, était éreintante. C'était un marathon de nuits sans sommeil, de pression immense et d'études sans fin. Il n'avait pas le temps pour les petites choses. C'est là que j'intervenais. Je gérais le loyer, les factures, les courses, la cuisine, le ménage. Je gérais notre petit monde pour qu'il puisse se concentrer sur la conquête du grand. Ce soir-là, notre petit 2 pièces sous les toits semblait particulièrement calme. Léo avait appelé pour dire qu'il était coincé à l'hôpital. Une complication sur un patient important. Sa voix était fatiguée. Lointaine. Ne m'attends pas, avait-il dit. Le son grésillant dans le combiné. D'accord. Je t'aime, avais-je murmuré. Il y eut une légère pause. Un silence d'une seconde à peine, mais qui sembla durer une éternité. Moi aussi, répondit-il. Puis la ligne fut coupée. Je restai debout au milieu du salon. Le silence m'oppressait. L'appartement était un assemblage de meubles dépareillés. La plupart de seconde main. Mais il était propre. J'y veillais. Sur le mur, une grande planche anatomique encadrée que Léo avait utilisée lors de sa première année. À l'époque, j'avais trouvé que c'était une décoration romantique. Un symbole de son parcours. Maintenant, elle me paraissait simplement clinique et froide. Je passai la main sur le tissu usé du fauteuil. Son fauteuil. Un journal médical était resté ouvert sur le siège. Je le ramassai. Une page était cornée. Un article sur la chirurgie cardio-thoracique. L'auteur était un certain professeur Vasseur. Olivier Vasseur. Le chef de service de l'hôpital. Je me souvenais que Léo l'avait mentionné. Une légende. Apparemment. Et sa fille, Éléonore Vasseur, était dans le même programme d'internat que Léo. Léo la mentionnait beaucoup. En fait, Éléonore a un esprit de diagnostic incroyable. Avait-il dit quelques semaines plus tôt? Ses yeux brillants d'une excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. Son père est Olivier Vasseur? Tu sais. Elle est brillante. Tout le monde veut être dans son équipe. À ce moment-là, j'avais ressenti une pointe de fierté. Mon Léo travaillait avec les meilleurs et les plus brillants. Il était à sa place parmi eux. Maintenant, un sentiment différent s'insinuait en moi. Un doute froid et rampant. Je le repoussai. C'était laid.
J'étais simplement jalouse. Léo ne faisait qu'admirer une collègue talentueuse. C'était tout. Pour me distraire, j'ouvris mon ordinateur portable et consultai notre compte en banque. Les chiffres étaient bas. Comme d'habitude. L'intégralité de mon salaire du bistrot partait directement dans le loyer et les charges. Le peu qu'il me restait allait sur un compte épargne séparé que j'avais baptisé « Avenir du docteur Fournier ». C'était pour ses frais d'examen. Pour un nouveau costume pour ses entretiens. Pour la caution d'un appartement plus agréable une fois qu'il commencerait enfin à gagner un vrai salaire. Voir ce solde, si soigneusement construit à partir de centaines de services supplémentaires et de déjeuners sautés, me remplissait habituellement de fierté. C'était la preuve tangible de ma contribution, de mon sacrifice. Ce soir, cela me laissait juste un sentiment de vide. Je refermai l'ordinateur. Les mots de Manon résonnaient dans ma tête. Et tes rêves à toi, Clara? Sur une impulsion, je me dirigeai vers le placard de l'entrée. Je sortis un grand carton à dessin plat du fond, caché derrière de vieux manteaux et un aspirateur cassé. Je soufflai une couche de poussière sur la couverture et l'ouvris. À l'intérieur, il y avait des esquisses. Des portraits au fusain des habitués du bistrot. Des aquarelles du coucher de soleil sur les falaises de Vieux-Port-sur-Mer. Un autoportrait que j'avais fait à 19 ans. Les yeux grands ouverts sur un avenir qui semblait sans limite. La jeune fille sur le dessin m'était devenue une étrangère. Ses mains n'étaient pas calleuses à force de porter des assiettes chaudes. Son visage n'était pas marqué par une fatigue permanente. Elle ne connaissait pas l'odeur du café brûlé. Elle sentait la térébenthine et l'espoir. Je traçai le contour de son visage. Une vague de chagrin m'envahit. Si puissante qu'elle faillit me faire tomber. Je l'avais abandonnée. Je l'avais abandonnée pour un homme qui avait à peine le temps de me dire « je t'aime » en retour. Une clé tourna dans la serrure. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Je refermai vivement le carton à dessin et le repoussai dans le placard juste au moment où Léo entrait. Il ressemblait à un fantôme. Sa blouse d'hôpital était froissée. Ses cheveux bruns en désordre. Et de profonds cernes violets creusaient ses yeux. « Salut », dit-il. La voix plate. « Bonsoir », répondis-je, essayant de paraître joyeuse. « Nuit difficile ?» Il laissa tomber son sac sur le sol avec un bruit sourd. « Tu n'as pas idée. » Il passa devant moi sans me regarder. Se dirigea vers la cuisine et prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Il ne m'embrassa pas. Il ne me toucha pas. Il ne l'avait pas fait depuis un moment. Je me suis inquiétée, dis-je en le suivant. Le patient va bien? Il but une longue gorgée d'eau avant de répondre. C'était un patient du professeur Vasseur. On est resté au bloc pendant 9 heures. Éléonore était première assistante. Elle a été incroyable. Elle n'a pas flanché une seule fois. Encore ce nom. Éléonore. C'est super, dis-je, ma voix me semblant faible à mes propres oreilles. Tu as dû être formidable aussi. Il haussa les épaules, évitant mon regard. J'ai fait mon travail. Il balaya du regard notre minuscule cuisine comme s'il la voyait pour la première fois. Il plissa légèrement le nez. Tu as encore fait de la soupe aux choux? Je sentis mon estomac se nouer. Le chou était en promotion. J'essayais d'économiser un peu d'argent pour. Je sais. Je sais. Me coupa-t-il en levant une main. Pour l'avenir. J'ai compris. Clara. C'est juste que. J'en ai marre que tout sente le chou. La cruauté de ce commentaire, si désinvolte et irréfléchi, me blessa plus qu'une insulte directe. J'avais passé 1 heure à préparer un repas qu'il n'était même pas là pour manger.
en planifiant tout pour respecter notre budget incroyablement serré. Et tout ce qu'il trouvait à dire, c'était de se plaindre de l'odeur. Je suis désolé, dis-je doucement. J'achèterai un désodorisant demain. Il soupira. Un son chargé d'une lassitude qui semblait n'avoir rien à voir avec l'hôpital. C'est bon. Ne t'en fais pas. Je vais prendre une douche et me coucher. Il s'éloigna, me laissant seul dans la cuisine avec l'odeur persistante du chou bouilli et de l'échec. Je regardais l'unique assiette de soupe que j'avais gardée pour lui, couverte de film plastique sur le comptoir. Lentement, je la pris et la vidai dans la poubelle. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard de gaieté forcée de ma part et de distance croissante de la sienne. Il réussit ses examens de fin d'internat, et je fus folle de joie. Je le serrai fort dans mes bras, lui disant à quel point j'étais fière. Il se contenta de sourire faiblement et de dire « oui ». C'est un soulagement que ce soit terminé. Il n'y eut pas de « nous avons réussi ». Aucune reconnaissance des innombrables nuits où j'étais restée éveillée avec lui, à le faire réciter jusqu'à en avoir la voix rauque. C'était sa victoire, et la sienne seule. L'hôpital de Rouen lui offrit un poste de chef de clinique dans leur prestigieux service de chirurgie générale. C'était le meilleur résultat possible. L'aboutissement de tout ce pourquoi j'avais travaillé. C'était ça. La ligne d'arrivée. À partir de maintenant, les choses seraient différentes. Le stress diminuerait. Il aurait plus de temps. Nous allions enfin pouvoir vivre la vie que nous avions mise entre parenthèses pendant cette longue année. Pour fêter ça, je décidai de lui organiser une fête surprise. Rien de grand. Juste nous deux. Une célébration du début de notre vraie vie. Le jour où il devait recevoir sa blouse officielle de chef de clinique était un mardi. Je pris ma journée au bistrot, prétextant une maladie. Le mensonge me parut minuscule et insignifiant comparé à l'importance monumentale de ce jour. Je passai tout l'après-midi à transformer notre petit appartement. J'achetai des ballons bleus et argentés sur lesquels était écrit « Félicitations, Docteur Fournier ». J'accrochai une bannière dans le salon. Je préparai son plat préféré. Un bœuf bourguignon. Le vrai. Avec du bon vin rouge. Pas la piquette de cuisson que j'utilisais d'habitude. L'appartement tout entier s'emplit d'un arôme riche et savoureux. Un acte de guerre délibéré contre le fantôme du chou bouilli. La touche finale était son cadeau. Il m'avait fallu 3 mois d'économie sur le budget des courses pour me l'offrir. Je posai la petite boîte lourde au centre de la table basse. À l'intérieur, il y avait un stéthoscope Littmann Cardiologie 4. Le meilleur modèle. D'un noir profond et brillant. Professionnel. Sérieux. Important. J'avais fait graver le pavillon en métal. C'était minuscule. Presque impossible à lire à moins de le chercher. Docteur Léo Fournier. Avec tout mon amour. C'est. Je pris du recul, contemplant la scène que j'avais créée. C'était parfait. Un début parfait pour notre avenir parfait. Je vérifiai l'heure. Il ne tarderait plus. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Un rythme étourdissant et nerveux d'anticipation. Pendant 7 ans, j'avais été la personne en coulisses. Ce soir, je voulais être la personne qu'il verrait en premier. Celle qui avait toujours été là. L'attendant sur la ligne d'arrivée avec les bras ouverts. J'entendis des pas dans l'escalier, suivi du tintement familier de ses clés. J'allumai rapidement les bougies sur le petit gâteau que j'avais acheté. Je lissai ma robe, pris une profonde inspiration et préparai le plus grand et le plus éclatant des sourires. La clé glissa dans la serrure. La poignée de la porte tourna. La porte s'ouvrit en grand.
Et mon monde s'effondra. Il n'était pas seul. Se tenant légèrement derrière lui, élégante et posée dans un manteau noir impeccable, se trouvait une femme que je reconnus d'après les photos du bulletin de l'hôpital. Ses cheveux blonds étaient parfaits. Son sourire était poli mais distant. C'était Éléonore Vasseur. Mon sourire vacilla, puis mourut complètement. Les ballons semblaient se moquer de moi. L'odeur du bœuf bourguignon me devint soudain nauséabonde. Léo me regarda. Puis il regarda les ballons. Puis le gâteau. Son visage était un masque de stupeur pâle et froide. Il n'y avait aucune joie dans ses yeux. Aucun amour. Il n'y avait que de la pitié. Et une terrible, déchirante finalité. Il entra. Mais Éléonore resta sur le seuil. Une exécutrice silencieuse et magnifique. Clara, dit Léo. Sa voix calme et dénuée de toute émotion que je pouvais reconnaître. Il faut qu'on parle. Le temps sembla ralentir, s'étirant en un silence épais et sirupeux. Nous étions tous les trois figés dans un tableau d'horreur domestique. Moi, près du gâteau aux bougies vacillantes. Léo, encadré par la porte. Un étranger dans sa propre maison. Et Éléonore, un spectre parfait et raffiné d'un avenir auquel je n'étais pas invité. Ses yeux, d'un bleu froid et intelligent, parcoururent la pièce, observant la pathétique bannière faite à la main et les ballons bon marché. Il y eut une lueur fugace dans son regard de la pitié. Peut-être. Ou simplement une évaluation clinique. Léo, murmurai-je. Ma voix un bruissement sec. Il bougea enfin, tournant légèrement la tête vers Éléonore. Tu devrais peut-être attendre dans la voiture ? Dit-il. Le ton bas et contrôlé. Elle fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Elle ne me regarda pas. C'était comme si je n'existais pas. Juste un meuble dans une pièce qu'elle s'apprêtait à quitter. Je suis en bas, murmura-t-elle. Puis elle disparut, refermant la porte derrière elle, laissant un courant d'air froid et un parfum de luxe dans son sillage. Le clic du loquet de la porte fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Maintenant, nous étions seuls. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Léo ? Demandai-je, mes mains se crispant en point le long de mon corps. Ce soir ? De tous les soirs ? Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait la tache d'usure sur notre tapis bon marché. Celle dont nous disions en plaisantant qu'elle était la carte d'un pays que nous inventerions un jour. Ça ne marche plus ? Clara. Les mots étaient si simples. Si banals. C'était le genre de mots qu'on utilise pour décrire un appareil défectueux. Pas la fin d'une relation de 7 ans. Pas la fin d'une vie. Qu'est-ce qui ne marche plus ? Demandai-je. La voix tremblante. La fête ? Je peux enlever les décorations si tu n'aimes pas. Je pensais juste qu'on devrait fêter ça. On a enfin réussi. Je fis un geste vague autour de la pièce. Un mouvement frénétique et suppliant. C'est ça. La ligne d'arrivée. Arrête, dit-il. Et sa voix était vive maintenant. Il me regarda enfin. Et ses yeux étaient des pierres froides et dures. La chaleur que j'avais connue pendant 7 ans avait complètement disparu. Juste. Arrête. Ce n'est pas une célébration. C'est un rappel de tout ce que j'essaie de laisser derrière moi. Chaque mot était un coup physique. Laisser derrière toi ? De quoi tu parles ? C'est moi que tu essaies de laisser derrière toi ? Cette vie ? Celle que j'ai construite pour toi ? Tu ne l'as pas construite pour moi ? répliqua-t-il. La voix montant. Tu l'as construite pour nous.
Pour ce fantasme que tu as dans la tête où nous avons une petite maison avec une clôture blanche et où je rentre tous les soirs à 17h. Ce n'est pas ma vie. Clara. Ça ne le sera jamais. Les larmes commencèrent à monter. Brûlantes. Brouillant ma vision. Je n'ai jamais dit que je voulais ça. Je voulais juste être avec toi. Je voulais être ta partenaire. Il eut un petit rire bref et amer. Ma partenaire? Éléonore est ma partenaire. Nous parlons le même langage. Nous comprenons la pression. L'ambition. Quand je parle d'une procédure de Whipple, ses yeux s'illuminent de curiosité intellectuelle. Et toi? Clara? Tu me demandes si c'est une nouvelle sorte de café. La condescendance dans sa voix était suffocante. Il transformait mes tentatives de comprendre son monde en une preuve de mon insuffisance. Je fais des services de 12 heures au bistrot pour que tu n'aies pas à t'inquiéter du loyer? Dis-je. La voix brisée. Je compte chaque centime pour que tu puisses t'acheter tes manuels. J'ai mis chacun de mes rêves en attente pour les tiens. Pendant 7 ans. Ça ne compte pour rien? Bien sûr que ça compte, dit-il. Mais son ton était méprisant. Il se mit à arpenter la petite pièce. Ses mouvements agités. Comme s'il était pris au piège. Et je t'en suis reconnaissant. D'accord? Mais c'est aussi un poids. Je n'arrive plus à respirer. Clara. Je vais à ces galas de l'hôpital? À ces dîners avec les chefs de service. Et qu'est-ce que je suis censée dire? Voici ma petite amie. Clara. Elle est serveuse dans un bistrot. Ils me regardent. Puis ils te regardent. Et ils ne comprennent pas. Tu ne cadres pas. J'ai essayé de te faire entrer dans mon monde. Mais c'est impossible. Nous venons de 2 mondes différents. Le sol se déroba sous mes pieds. Il avait honte de moi. Après tout. Après tous les sacrifices. Il avait honte. L'homme dont je lavais les blouses tachées sans me plaindre. L'homme que je tenais dans mes bras quand il pleurait après avoir perdu son premier patient. L'homme dont j'avais traité l'avenir comme plus sacré que le mien. Avait honte de moi. Les larmes coulaient maintenant librement. Des ruisseaux silencieux et acides sur mes joues. Alors c'est tout? 7 ans? Et tu jettes tout ça parce que je ne suis pas médecin? Parce que je ne suis pas elle? Il cessa d'arpenter la pièce et se planta devant moi. Il avait l'air épuisé. Mais c'était l'épuisement d'un homme qui s'était enfin débarrassé d'un terrible secret. Je suis désolé, dit-il. Les mots étaient automatiques. Vides de sens. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne savais pas que tu préparais tout ça. Il fit un vague geste en direction des ballons. Mais c'est mieux ainsi. Une rupture nette. Une rupture nette. Comme si cette année de vie entrelacée pouvait être coupée comme un fil. Sans laisser de bords effilochés. De plaies béantes. Je t'aime. Murmurai-je. Un dernier appel désespéré. C'était la seule arme qu'il me restait. Pour la première fois. Une lueur de ce qui ressemblait à de la douleur traversa son visage. Il tendit la main. Comme pour toucher mon bras. Puis la laissa retomber. Le Léo que tu aimes n'existe plus. Clara. Peut-être qu'il n'a jamais existé. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Mon esprit hurlait. Un cri silencieux et primal. Ne le laisse pas partir. Arrête-le. Dis quelque chose. Mais j'étais paralysée. Figé par l'efficacité brutale de sa cruauté. Il s'arrêta à la porte et fouilla dans sa poche. Il sortit son trousseau de clés. D'un mouvement délibéré. Il fit glisser une seule clé hors de l'anneau. La clé de notre appartement. Il revint vers la table basse et la posa.
Elle atterrit avec un léger cliquetis métallique juste à côté de la petite boîte joliment emballée contenant son cadeau. Mon cadeau. Le stéthoscope. Le symbole de l'avenir vers lequel il courait maintenant. Un avenir qui incluait Éléonore et les galas d'hôpital et une vie pour laquelle je n'étais pas assez bien. Je demanderai à un ami de passer prendre le reste de mes affaires la semaine prochaine, dit-il. Le dos tourné. Je pense que c'est mieux comme ça. Et puis il ouvrit la porte et sortit. La porte se referma avec un clic. Et le silence qui suivit fut absolu. C'était un vide. Aspirant tout l'air. Tout le son. Toute la vie de la pièce. Je restai là pendant 1 minute. Peut-être 10. Je ne sais pas. Mon corps était engourdi. Une coquille vide. Mes yeux tombèrent sur la clé. La clé qu'il venait d'utiliser pour entrer. Lui et Éléonore. Dans notre maison. La clé qu'il laissait maintenant derrière lui. Lentement. Comme une vieille femme. Je me dirigeai vers la table basse. Mon regard passa de la clé au cadeau. Mes mains, toujours tremblantes, se tendirent vers la boîte. Je me débattis avec le ruban. Mes doigts maladroits et inutiles. Je déchirai le papier et soulevai le couvercle. Il était là. Le stéthoscope noir et brillant. Il était lourd dans mes mains. Un poids solide et coûteux. Je passai mon pouce sur le pavillon, cherchant la gravure. Je l'inclinai vers la lumière de la fenêtre. Les lettres minuscules scintillèrent. Docteur. Léo Fournier. Avec tout mon amour. C. Un son s'échappa de ma gorge. Un sanglot guttural d'une agonie si profonde qu'il semblait me déchirer en deux. Les 7 années. Les sacrifices. Les fiches. L'odeur de chou. Le compte en banque vide. Le carton à dessin poussiéreux dans le placard tout s'abattit sur moi en une vague insupportable. Je n'étais pas sa partenaire. J'étais sa mécène. J'étais une commodité. Un tremplin de 7 ans sur lequel il venait de prendre appui pour sauter vers un rivage plus brillant et plus prometteur. Et il n'avait même pas regardé en arrière. Mon chagrin se mua en une rage brûlante. Mes yeux balayèrent la pièce. Les ballons. Les stupides ballons joyeux. Je m'approchai du premier. Celui où il était écrit « Félicitations ». Et je ne me contentais pas de le faire éclater. Je le serrai entre mes mains jusqu'à ce qu'il explose avec un bruit assourdissant. Puis le suivant. Et le suivant. Bang. 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 Chaque son était un petit acte de destruction satisfaisant. J'arrachai la bannière du mur, déchirant en deux le dessin du médecin souriant. Je marchai d'un pas décidé vers la cuisine. Attraper la marmite de bœuf bourguignon, son plat préféré. Le placher et la vider entièrement dans la poubelle. Elle atterrit avec un bruit humide et écœurant. Enfin. Il restait le gâteau. Les bougies s'étaient consumées, laissant de petites traînées de cire colorée sur le glaçage blanc. Je fixai les mots écrits en lettres bleues. « Nous sommes si fiers de toi. » Nous. Il n'y avait plus de « nous ». Il n'y avait que moi. Je plongeai mes mains directement dans le gâteau, l'écrasant, détruisant les mots, jusqu'à ce que mes doigts soient couverts de glaçage collant et que ma rage se dissolve à nouveau en sanglots déchirants. Je me laissai glisser le long des placards de la cuisine jusqu'à ce que je sois assise sur le linoléum froid. Un désordre de gâteaux et de larmes. C'était ma célébration. C'était ma ligne d'arrivée. Mon téléphone était sur le comptoir. Ma main, tremblante et couverte de glaçage, réussit à l'attraper. Je fis défiler mes contacts jusqu'à trouver son nom. Manon. J'appuyai sur appeler. Elle répondit à la 2e sonnerie. Et ça va mieux? Demanda-t-elle.
La voix joyeuse. Prête à revenir au pays des vivants et à servir quelques cafés demain? J'essayai de parler. Mais seul un hoquet étranglé sortit. Clara? Sa voix devint instantanément plus vive. Inquiète. Clara? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti? Réussis-je à murmurer? Les mots écorchant ma gorge à vif. Manon. Il est parti. Il y eut un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis. Sa voix revint. Basse et furieuse. Le fils de pute. Je le savais. Une autre pause. Où es-tu? Tu vas bien? Je suis à la maison. Pleurai-je. Regardant l'épave de ma fête. L'épave de ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Ne fais rien, dit-elle. Sa voix ferme. Autoritaire. Ne bouge pas. Ne nettoie rien. Reste juste par terre s'il le faut. J'arrive. Je suis là dans 10 minutes. La ligne se coupa. Je laissai tomber le téléphone sur le sol à côté de moi. Je ramenai mes genoux contre ma poitrine, les enlaçant de mes bras. Et je restai assise là dans le silence, entourée de ballons éclatés et de l'odeur douce et écœurante du gâteau détruit. Le choc commençait à se dissiper, remplacé par un engourdissement froid et terrifiant. Il était parti. Et pour la première fois en 7 ans, j'étais complètement et totalement seule. Manon tint parole. 9 minutes plus tard, elle martelait ma porte. Pendant un instant, je ne bougeais pas du sol. L'idée de me lever, de lui faire face, me semblait une tâche impossible. Mais les coups étaient insistants. Un rythme frénétique qui perçait ma torpeur. Clara! Ouvre cette porte. Je te jure que si tu n'ouvres pas, je l'enfonce. Je me traînai debout, mes membres lourds et collants de gâteau. Quand j'ouvris la porte, son visage était un mélange de fureur et de pitié profonde et douloureuse. Ses yeux embrassèrent mon visage strié de larmes. Mes mains couvertes de glaçage. L'appartement détruit derrière moi et son expression se durcit. Oh! Ma chérie! Souffla-t-elle. Elle n'attendit pas d'invitation. Elle me poussa doucement de côté, son regard balayant les ballons morts et la bannière déchirée. Elle repoussa du pied un morceau du gâteau en ruine. Ce n'est pas juste un fils de pute? Murmura-t-elle, la voix tremblante de rage. C'est un monstre. Elle se retourna vers moi. Et sa colère s'adoucit en un soutien pur et inébranlable. Elle me prit le bras et me tira doucement vers la salle de bain. Viens. On va te nettoyer. Elle fit couler la douche. Sans attendre que je proteste. Elle m'aida à enlever ma robe abîmée et me guida sous le jet chaud. L'eau lava le glaçage et les larmes. Mais elle ne pouvait pas atteindre la douleur froide et creuse au fond de ma poitrine. Je restai juste là, laissant l'eau couler sur moi. Pendant que Manon s'asseyait sur le couvercle fermé des toilettes. Une garde silencieuse et stable. Cette nuit-là, elle ne partit pas. Elle nettoya l'épave de ma fête, jetant les derniers ballons et la nourriture gâchée dans des sacs poubelles. Elle ne dit pas grand-chose, travaillant simplement avec une détermination sombre et efficace. Elle me trouva un t-shirt et un short propre, me fit boire un verre d'eau, puis me conduisit à mon lit. Elle remonta les couvertures sur moi comme si j'étais une enfant. Dors un peu, dit-elle, la voix douce. Je ne peux pas, murmurai-je dans l'obscurité. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage à elle. Elle resta assise sur le bord du lit pendant un long moment, sa main posée sur mon dos. Un petit pois chaud dans un océan de froid.
Les jours qui suivirent furent un brouillard gris et sans relief. Le chagrin était un brouillard épais qui remplissait mes poumons et obscurcissait ma vision. Je traversais ma vie comme un fantôme, hantant les bords de ma propre existence. Je suis allé travailler au bistrot parce qu'il le fallait. Le loyer était dû. Et la moitié de Léo n'allait plus arriver. Mais j'étais inutile. J'oubliais les commandes. J'ai laissé tomber un plateau de milkshake. Les verres se brisant sur le sol dans une gerbe de douceur collante qui sonnait comme une moquerie de ma vie. Mon patron, un homme chauve et gentil nommé Serge, m'a prise à part. Clara, que se passe-t-il? Demanda-t-il doucement. Tu n'es pas toi-même. Je secouai simplement la tête, incapable de formuler les mots. Je suis désolé. Je suis juste fatigué. Il avait dû entendre les rumeurs qui commençaient déjà à murmurer dans la petite ville. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde à Vieux-Port-sur-Mer. Il me tapota maladroitement l'épaule. Prends une pause à l'arrière quand tu en as besoin. La réserve devint mon refuge. Je me cachais entre des étagères remplies de boîtes de conserve géantes de tomates et de sacs de farine industrielle. Et je pleurais. Des sanglots silencieux et saccadés qui me laissaient épuisé et vide. Manon essaya de me tirer de ma misère. Elle se présenta à ma porte avec des films et des pizzas. Elle essaya de me faire sortir pour une promenade? Pour aller dans un bar? Pour faire n'importe quoi d'autre que de rester assise dans mon appartement silencieux et à moitié vide. Je refusais à chaque fois. L'effort de faire semblant d'aller bien était trop lourd à porter. Tu dois manger? Clara? Plaidait-elle? En me tendant une part de pizza. Je n'ai pas faim. Tu ne peux pas le laisser gagner. Tu ne peux pas le laisser te détruire. Mais je me sentais déjà détruite. Je me sentais comme un bâtiment ravagé par un incendie. Les fondations étaient toujours là. Mais tout à l'intérieur n'était que cendres et décombres. Mes nuits étaient les pires. Je ne pouvais pas dormir dans le lit que nous avions partagé. Son odeur était partie. Mais son absence était une présence physique à côté de moi. Je restais éveillé pendant des heures. Mon esprit un bourreau impitoyable. Rejouant chaque souvenir heureux. Chaque promesse qu'il avait jamais faite. Et les tordant en preuve de ma propre stupidité. Et puis j'ai découvert une nouvelle forme de torture. Plus raffinée, les réseaux sociaux. Je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin. La lumière bleue de mon téléphone éclairant mon visage taché de larmes. Faisant défiler sa vie. Sa nouvelle vie. Il était là. À un gala de bienfaisance de l'hôpital. Incroyablement beau dans un smoking que je n'avais jamais vu auparavant. Éléonore était à son bras. Drapée dans une robe argentée scintillante. Riant en le regardant. Il ressemblait à un couple de pouvoir sorti d'un magazine. J'ai trouvé le profil d'Éléonore. Il était public. C'était une fenêtre sur le monde qu'il avait choisi à ma place. Des photos du vaste domaine de sa famille au bord de la Seine. Des photos d'un séjour au ski à Chamonix avec d'autres médecins. Une photo d'elle et de Léo. Trinquant avec des coupes de champagne sur un balcon donnant sur les lumières de la ville. La légende disait, célébrons la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Magnifique. Elle avait été postée 3 jours avant qu'il ne rompe avec moi. La douleur était si aiguë. Si spécifique. Que j'avais l'impression d'avaler du verre. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il avait planifié sa nouvelle vie pendant que je planifiais encore notre avenir. Pendant que je faisais des fiches et de la soupe aux choux. Il tombait amoureux de quelqu'un d'autre. Le mensonge. C'était ça qui faisait le plus mal. Environ une semaine après son départ, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut Clara. C'est Marc. Un ami de Léo. Il m'a demandé de passer récupérer ses affaires. Est-ce que demain après-midi ça irait?
Il n'est pas venu lui-même. Bien sûr que non. Cela aurait exigé du courage. Une confrontation avec le désordre qu'il avait créé. Il était plus facile d'envoyer un émissaire, un étranger, pour procéder à l'amputation finale. J'ai répondu par un seul mot, d'accord. Marc arriva le lendemain. C'était un interne dégingandé et nerveux que je reconnaissais vaguement d'un pique-nique de l'hôpital 2 ans auparavant. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Salut, marmonna-t-il, se balançant d'un pied sur l'autre sur le seuil. Léo a fait une liste. Il me tendit un morceau de papier. C'était une liste à puces. Nette. De ses biens. Manuel d'anatomie. Lampe de bureau. Fauteuil gris. Planche anatomique encadrée. C'était froid. Transactionnel? Comme une liste de colisage pour un voyage. Je m'écartai et le laissai entrer. Je regardais. Engourdi et détaché. Cet étranger démantelait ma vie. Il emballa les livres de Léo dans une boîte en carton. Il débrancha la vilaine lampe de bureau du mur. Lui et un ami qu'il avait amené avec lui luttèrent pour manœuvrer le fauteuil gris, son fauteuil hors de la porte. J'étais assise sur le canapé, serrant un coussin contre ma poitrine, et je regardais simplement. Chaque objet qui quittait l'appartement emportait un souvenir avec lui. Les livres qu'il avait passé des centaines d'heures à étudier. La lampe qui avait éclairé ses longues nuits. Le fauteuil où il s'asseyait pour me raconter sa journée. Le dernier objet sur la liste était la planche anatomique sur le mur. Elle était grande et lourde. Quand Marc la décrocha, elle laissa un rectangle propre et délavé sur la peinture jaune pâle. Le contour parfait de ce qui était là avant. Un fantôme sur le mur. Quand ils eurent fini, l'appartement semblait caverneusement vide. Le salon avait perdu sa pièce maîtresse. La bibliothèque avait d'énormes trous. Comme des dents manquantes. Marc se tenait sur le seuil. La dernière boîte entre les mains. C'est tout, dit-il, évitant toujours mon regard. Il m'a dit de te dire qu'il te souhaite le meilleur. J'ai failli rire. C'était le sentiment le plus pathétique, lâche et insignifiant qu'il aurait pu m'envoyer. J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. Marc me jeta un dernier regard apitoyé, puis partit. J'étais de nouveau seule. Mais cette fois, c'était différent. C'était définitif. Sa présence physique était complètement effacée. Il ne restait que les choses invisibles. Les souvenirs qui s'accrochaient à l'air comme des grains de poussière. Cette nuit-là, j'ai ouvert le placard et j'ai trouvé une petite boîte rangée sur l'étagère du haut. C'était ma boîte. Ma boîte à Léo. À l'intérieur se trouvait une collection de nos 7 années. Des talons de billets de notre premier film, un horrible film d'horreur qui m'avait fait rire au lieu de crier. Une rose séchée et friable de notre premier anniversaire. Une carte postale qu'il m'avait envoyée d'un congrès médical à Lyon. Une poignée de photos de photomatons idiotes où nous faisions des grimaces. Je me suis assise sur le sol, entourée de ces fantômes de papier, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré pour la jeune fille de 19 ans qui était tombée amoureuse d'un garçon brillant et ambitieux. J'ai pleuré pour la femme qui avait renoncé à ses propres rêves pour soutenir les siens. Et j'ai pleuré pour l'idiote qui avait cru que l'amour et le sacrifice suffiraient. Parce qu'à la fin, ce n'était pas le cas. Ce n'était même pas proche. Les semaines se transformèrent en un mois. Et le brouillard du chagrin, bien que toujours présent, commença à s'éclaircir par endroits. Je pouvais à nouveau voir les contours de ma vie. Mais je ne reconnaissais pas le paysage. Mon monde avait été si petit. Si complètement centré sur Léo. Que sans lui, j'étais perdue. Toute ma routine,
Mon but avait disparu. Je ne restais plus éveillé tard, à attendre qu'il rentre à la maison. Je ne passais plus mes jours de congé à faire sa lessive ou les courses pour ses plats préférés. Mon temps était soudainement à moi. Et l'immensité vide de celui-ci était terrifiante. Je continuais mon travail au bistrot. Un robot programmé pour une seule tâche. Prendre la commande. Livrer la nourriture. Remplir le café. Répéter. Les habitués. Qui m'avaient connu pendant des années comme la copine de Léo, me traitaient maintenant avec une pitié douce et prudente. Ils me demandaient comment j'allais. Les yeux pleins d'une gentillesse qui me semblait être du papier de verre sur mes nerfs à vif. Je me contentais de sourire d'un sourire crispé et fragile et de dire « Je vais bien ?» « Merci » avant de m'éloigner rapidement. Un après-midi. Une averse torrentielle commença. Le genre d'orage soudain et violent de Normandie qui donne au ciel une couleur gris-violet meurtri. Le bistrot était calme. Je regardais par la fenêtre, observant la pluie tomber à verse, ressentant une morosité qui correspondait au temps. Serge vit l'expression sur mon visage. « Allez. Sors d'ici. Clara. » dit-il en détachant son propre tablier. « Je peux m'en occuper. Rentre chez toi et repose-toi. » Je ne voulais pas rentrer à la maison. La maison était l'épicentre de ma solitude. Mais je ne voulais pas rester non plus. Alors j'ai marmonné mes remerciements, attrapé ma veste fine et suis sorti sous l'orage. Je n'avais pas de parapluie. La pluie plaqua mes cheveux sur ma tête et trempa mes vêtements en quelques secondes. Je me mis à marcher. Sans destination précise. J'avais juste besoin de bouger. De ressentir autre chose que la douleur creuse dans ma poitrine. La pluie froide sur ma peau fut un choc bienvenu. Une distraction de la tempête qui faisait rage en moi. Mes pérégrinations m'emmenèrent dans une rue secondaire que je visitais rarement. Un quartier plus calme de la ville bordé de vieux bâtiments en briques et de petites boutiques indépendantes. Je tremblais. Les dents claquant. Quand je l'ai vu. Une lumière jaune et chaude se déversait d'une vitrine. L'enseigne au-dessus, peinte en une écriture élégante et bouclée, disait « La page ancrée ». En dessous, en lettres plus petites, « Livres d'occasion et café ». Je n'y étais jamais entré. Cela m'avait toujours semblé trop calme. Trop intellectuel pour moi. C'était un endroit pour les étudiants et les professeurs. Pas pour les serveuses de bistrot. Mais la promesse de chaleur et d'abri était trop forte pour y résister. Je poussai la lourde porte en bois. Une petite cloche annonçant mon arrivée. Et j'entrai. L'air était chaud et sentait merveilleusement bon. Un mélange riche et terreux de vieux papiers. De café fraîchement moulu et de quelque chose de sucré. Comme de la cannelle. Des bibliothèques s'étendaient du sol au plafond. Bondées de livres de toutes tailles et couleurs. C'était un labyrinthe d'histoire. Un havre de paix loin de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Quelques clients étaient dispersés dans les fauteuils confortables. En train de lire. Leurs visages éclairés par de petites lampes à abat-jour. C'était paisible. Un homme se tenait derrière un comptoir en bois usé, polissant une paire de lunettes avec un chiffon doux. Il leva les yeux quand j'entrai. Il avait des yeux bienveillants, de la couleur du miel chaud, et un visage calme et pensif. Ses cheveux bruns avaient quelques fils gris aux tempes. Et il portait une chemise en flanelle délavée aux manches retroussées jusqu'aux coudes. Mauvais jour pour être sans parapluie, dit-il. Sa voix aussi calme et tranquille que la boutique elle-même. Il désigna le porte-manteau près de la porte. Vous pouvez accrocher votre veste là. Vous avez l'air d'avoir besoin d'une boisson chaude. C'est pour la maison. J'étais trop frigorifié et misérable pour discuter. Merci. Marmonnai-je en suspendant ma veste trempée. Thé. Café.
Chocolat chaud? Demanda-t-il, se tournant déjà vers la machine à expresso derrière lui. Un thé serait bien? Dis-je. Pendant qu'il travaillait, ses mouvements étaient efficaces et gracieux. Je me surpris à l'étudier. Je réalisai que je l'avais déjà vu. Il venait parfois prendre son petit déjeuner au bistrot. Toujours assis seul dans une banquette près de la fenêtre. Un livre ouvert à côté de son assiette. Il était toujours poli. Laissait toujours un bon pourboire. Mais il ne faisait jamais la conversation. Il était juste une présence silencieuse et solitaire. Il posa une tasse fumante sur le comptoir devant moi. Earl Grey. J'espère que ça vous va. C'est parfait. Merci. J'enroulai mes mains froides autour de la tasse, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Je suis Clara, dis-je, sans trop savoir pourquoi. Je n'avais pas donné mon nom à un étranger depuis des années. Il sourit. Un petit sourire sincère qui fit plisser les coins de ses yeux. Je sais. Je m'appelle Julien. Vous savez qui je suis? C'est une petite ville, dit-il avec un léger haussement d'épaule. Et vous êtes une institution aux chaînes tordues. Je suis généralement le type avec le livre à la table 4. Je sentis une rougeur me monter au cou. Oh. C'est vrai. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Interrompit-il doucement. C'est votre travail de m'apporter du café? Pas de mémoriser l'histoire de ma vie. Il s'appuya contre le comptoir. Son attitude détendue et non menaçante. Alors? Clara du chêne tordu? Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble établissement en plein milieu d'un déluge? Je ne savais pas trop comment répondre. La vérité semblait trop lourde. Trop compliquée à déverser sur un quasi-inconnu. Mais sa présence calme était désarmante. Il ne me regardait pas avec pitié. Juste avec une curiosité simple et ouverte. Je marchais. C'est tout. Dis-je en regardant dans ma tasse de thé. J'essayais de. Je ne sais pas. Réfléchir. C'est un bon endroit pour réfléchir. Dit-il. Parfois. Les histoires sur les étagères sont si bruyantes qu'elles étouffent celles que l'on a dans la tête. Je levai les yeux vers lui. Surprise par sa perspicacité. C'était exactement ce que je ressentais. Ma propre histoire était un disque rayé, jouant la même chanson douloureuse encore et encore. Nous restâmes un moment dans un silence confortable. Il ne me pressa pas de questions. Il me laissa simplement être. J'ai entendu pour vous et Léo, dit-il finalement. Sa voix douce, presque hésitante. Je suis désolé. C'est une épreuve difficile à traverser. Je me préparais aux platitudes habituelles. Tu es mieux sans lui. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Mais il ne dit rien de tout cela. Il se contenta de reconnaître ma douleur. Simplement et directement. Oui. Dis-je. La gorge serrée. Ça l'est. Alors? Dit-il. Changeant de sujet avec une habileté subtile. Qu'est-ce que vous aimez faire? Clara? Quand vous ne travaillez pas ou ne traversez pas des épreuves difficiles? La question me prit au dépourvu. C'était la même question que Manon m'avait posée. Mais venant de lui. Elle semblait différente. Ce n'était pas une accusation. C'était juste une question. Qu'est-ce que vous aimez? Je ne sais plus. Avouai-je. L'aveu me semblant honteux. Avant. J'aimais dessiner. Peindre. Il y a longtemps. Une lueur s'alluma dans ses yeux. Vraiment? Quel genre de choses? N'importe quoi. Des gens. Surtout. Des paysages.
Tout ce que je voyais. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il. Je haussai les épaules. La vieille excuse familière prête sur ma langue. La vie. Mon petit ami était en fac de médecine. C'était cher. Je devais travailler. Il n'y avait pas de temps pour les passe-temps. Il hocha lentement la tête. Son regard pensif. Il ne dit pas, vous auriez dû prendre le temps. Il ne me jugea pas. Il se contenta d'écouter. Eh bien? Dit-il après un moment. Le temps. C'est quelque chose que vous semblez avoir maintenant. C'était vrai. J'avais des océans infinis et vides de temps. Il sortit de derrière le comptoir et désigna un petit coin tranquille de la boutique. Là, sur un chevalet, se trouvait une toile à moitié terminée. C'était une peinture de la rue même où nous nous trouvions, réalisée dans des huiles douces et mélancoliques qui capturaient parfaitement l'atmosphère d'un après-midi pluvieux. À côté, sur le mur, plusieurs autres petites peintures étaient à vendre, le portrait d'un vieil homme, une étude d'un vase de tournesol. C'est une artiste locale qui les amène? Expliqua-t-il. Elle dit que la peinture est la seule chose qui la maintient saine d'esprit. Il regarda les peintures. Puis moi. Un talent comme ça ne devrait pas être oublié. Clara. Il ne devrait pas être rangé dans une boîte. Mon souffle se coupa. Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il connaître l'existence du carton à dessin poussiéreux que je gardais caché dans mon placard? Un sanctuaire secret à la personne que j'étais autrefois? C'était juste une phrase. Une supposition chanceuse. Mais elle me frappa avec la force d'une prophétie. La pluie avait commencé à se calmer à l'extérieur. L'averse se transformant en un crachin régulier. Mon thé était terminé. Je savais que je devais partir. Merci pour le thé, dis-je en posant la tasse vide sur le comptoir. Et pour la conversation. Quand vous voulez, dit-il. L'orage passera. Il finit toujours par passer. Il parlait de la météo. Mais nous savions tous les deux qu'il ne parlait pas que de ça. Je rentrais chez moi dans le crépuscule gris. L'air purifié par la pluie. Les mots de Julien résonnaient dans mon esprit. Un talent comme ça ne devrait pas être oublié. Il ne devrait pas être rangé dans une boîte. Quand je revins à mon appartement, il me sembla différent. Moins vide. Moins comme une tombe. Il me semblait un espace. Une toile vierge. Pour la première fois en plus d'un mois, je n'allumai pas la télévision pour avoir du bruit de fond. Je ne fis pas défiler mon téléphone, à la recherche de la douleur. Au lieu de cela, je me dirigeai vers le placard de l'entrée. Je sortis les vieux manteaux, l'aspirateur cassé. Et du fond, je récupérai le carton à dessin noir et poussiéreux. Je le portai dans le salon et le posai sur le sol, à l'endroit même où se trouvait le fauteuil de Léo. Je l'ouvris. Je sortis les dessins un par un, les étalant sur le tapis. Les visages au fusain. Les couchers de soleil à l'aquarelle. La jeune fille aux yeux pleins d'espoir. Je restai là pendant des heures, à les regarder. Ce n'était plus triste. C'était comme trouver une boîte de vieilles photographies d'une amie chère avec qui j'avais perdu contact. Une amie que je voulais désespérément retrouver. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le départ de Léo, je dormis d'une traite. Et je ne rêvais pas de lui. Je rêvais de couleurs. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps, une lueur de but. Ce n'était pas un feu rugissant. Juste une petite étincelle fragile. Mais c'était suffisant. Après mon service au bistrot, je ne rentrai pas directement chez moi. Je me rendis à l'unique magasin de fournitures d'art de la ville.
C'était une petite boutique poussiéreuse dans laquelle je n'avais pas mis les pieds depuis mon adolescence. L'odeur des peintures à l'huile et de la térébenthine me frappa dès que j'ouvris la porte. Une odeur si familière et si profondément manquée qu'elle me serra la poitrine d'un étrange mélange de nostalgie et de regret. J'achetai une petite boîte de peintures aquarelles, un bloc de papier épais et texturé, et quelques pinceaux. L'achat me parut à la fois imprudent et essentiel. C'était le premier argent que je dépensais pour moi-même pour quelque chose qui n'était pas une nécessité comme le loyer ou les courses en 7 ans. De retour dans mon appartement, je débarrassai la petite table de la cuisine, mes mains tremblant légèrement. J'installai le papier, les peintures, la petite palette en plastique. Je remplis un verre d'eau. Pendant un long moment, je fixai simplement la page blanche. C'était intimidant. Et si j'avais oublié? Et si la jeune fille aux yeux pleins d'espoir était partie pour de bon? Je repensai aux mots de Julien, il suffit de commencer. Alors, je commençai. Je trempai le pinceau dans l'eau, puis dans une peinture d'un bleu profond. Je touchai le papier avec le pinceau. La couleur s'épanouit, se répandant sur la surface texturée. Et juste comme ça, quelque chose en moi se déverrouilla. Je peignis pendant des heures. Je n'essayais pas de créer un chef-d'œuvre. Je laissais simplement les couleurs couler. Je peignis la vue depuis la fenêtre de ma cuisine, les branches noueuses du vieux chêne, le ciel gris. Je peignis une tasse de café, la vapeur s'élevant en volute. Au début, mes mouvements étaient rouillés, ma main incertaine. Mais lentement, la mémoire musculaire revint. La danse familière du pinceau sur le papier, de l'eau et du pigment, me donna l'impression de rentrer à la maison. Quand je m'arrêtai enfin, j'avais le dos raide et les doigts tachés de peinture. 3 peintures terminées reposaient sur la table. Elles n'étaient pas parfaites. Elles étaient simples, un peu maladroites. Mais elles étaient à moi. J'avais créé quelque chose à partir de rien. Dans une vie qui semblait définie par la perte et la destruction, c'était un sentiment profond et puissant. La peinture devint mon rituel. C'était mon encre dans les longues soirées vides. C'était ma thérapie. Quand je sentais une vague de chagrin pour Léo, je peignais avec des bleus sombres et orageux et des rouges colériques. Quand je sentais une lueur d'espoir, j'utilisais des jaunes vifs et des verts tendres. Je déversais sur le papier toutes les émotions que je ne pouvais pas exprimer par des mots. Mon art devint le journal de ma guérison. Je commençai aussi à visiter régulièrement la page ancrée. C'était devenu mon sanctuaire. J'achetais un café et je m'asseyais dans l'un des fauteuils confortables. Parfois en lisant, parfois en esquissant simplement les autres clients dans un petit carnet que je portais maintenant toujours sur moi. Julien était toujours là. Une présence calme et stable derrière le comptoir. Nous tombâmes dans un rythme de conversation facile. Il ne se mêlait jamais de mes affaires. Ne posait jamais de questions sur Léo. À la place, il me demandait comment s'était passée ma journée. Il me demandait quel livre je lisais. Il me posait des questions sur mon art. Un après-midi, j'apportais avec moi une de mes petites aquarelles. Un paysage du parc au bord de la rivière. Mes mains étaient moites quand je m'approchai du comptoir. « Bonjour », dis-je. Ma voix à peine un murmure. « Clara », me salua-t-il avec son sourire chaleureux habituel. « Comme d'habitude ?» En fait, dis-je en prenant une profonde inspiration. Je voulais vous montrer quelque chose. Je sortis la peinture de mon sac et la fis glisser sur le comptoir. J'avais l'impression de lui montrer un morceau de mon âme. Il la prit délicatement. Son expression sérieuse. Il l'étudia pendant un long moment. Ses yeux traçant la ligne des arbres. Le reflet dans l'eau.
C'est magnifique, dit-il finalement. Sa voix douce et sincère. Vous avez un vrai don. Clara. La façon dont vous capturez la lumière. C'est vraiment spécial. Les compliments de Léo avaient toujours été liés à mon utilité. Tu fais le meilleur bœuf bourguignon. Tu es si doué pour organiser mes notes. C'était toujours à propos de ce que je pouvais faire pour lui. Mais les éloges de Julien étaient différents. Il me voyait. Moi. Il voyait mon talent. La partie de moi que j'avais gardée cachée si longtemps. Une chaleur se répandit dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. Merci. Dis-je. La voix épaisse d'émotion. Avez-vous pensé à exposer votre travail? Demanda-t-il nonchalamment. Comme si c'était la question la plus naturelle du monde. Je ris. Un son bref et nerveux. L'exposer où? Je suis une serveuse qui griffonne. Je ne suis pas une vraie artiste. Il me regarda. Son regard direct. Qui dit ça? La personne qui détermine si vous êtes une vraie artiste? C'est vous. Et pour ce que ça vaut? Ajouta-t-il en tapotant doucement la peinture. Ça. C'est réel. Sa foi en moi était une chose étrangère et enivrante. C'était une graine de confiance qui, dans le sol fertile de ma nouvelle liberté, commença à germer. Ma vie commença à prendre une nouvelle forme, un nouveau rythme. Je travaillais toujours au bistrot, mais cela ne me définissait plus. C'était juste un travail, un moyen de payer les factures pendant que je poursuivais ma passion. Mes soirées étaient consacrées à la peinture. Mes jours de congé, à me promener dans la ville, carnet de croquis à la main, voyant le monde avec des yeux d'artiste pour la première fois depuis des années. Vieux-Port-sur-Mer, la ville que j'avais autrefois considérée comme une cage, commença à révéler sa beauté cachée. Manon remarqua le changement en moi. Tu souris à nouveau? Dit-elle un jour pendant une accalmie au bistrot. Un vrai sourire. Pas ce sourire flippant que tu faisais depuis un moment. Je ris. Je me sens plus légère. C'est l'art, n'est-ce pas? Dit-elle. Les yeux savants. Et peut-être ce propriétaire de librairie mignon et silencieux dont tu n'arrêtes pas de parler? Je sentis mes joues rougir. Julien est juste un ami. Mouais. Dit-elle. Peu convaincue. Eh bien? Quoi que ce soit. Ça te va bien. Il était temps que tu aies une vie qui soit vraiment la tienne. Elle avait raison. Je construisais une vie à partir de zéro. Une vie basée sur mes propres intérêts. Mes propres passions. C'était une vie calme. Elle était petite. Ce n'était pas le monde glamour et puissant dans lequel Léo vivait. Mais elle était authentique. Elle était à moi. Un soir d'automne frais, Julien organisait une petite lecture de poésie à la boutique. Il m'avait invité à venir. Je me sentais nerveuse. Pas à ma place. Mais j'y allais quand même. La boutique était remplie d'une foule douce et attentive. Je trouvais une place au fond, contente d'écouter et d'observer. Alors que le dernier poète terminait, Julien s'approcha du petit micro pour remercier tout le monde d'être venu. Ses yeux balayèrent la foule. Et pendant un instant, ils rencontrèrent les miens. Il me fit ce même petit sourire sincère. À ce moment-là, entouré de livres, d'art et de gens calmes et réfléchis, je ressentis un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais ressenti dans le monde de Léo. Fait d'internes compétitifs et de couloirs d'hôpital stériles. Après que la foule se fut éclaircie, je l'aidai à empiler quelques chaises quand il se tourna vers moi. J'ai une idée, dit-il. Son expression pensive. Ce mur, près du coin café.
Il a l'air un peu nu. Je regardais le grand mur de briques vide. Je me disais, continua-t-il, que ce serait l'endroit parfait pour accrocher quelques œuvres d'art locales. Quelques peintures? Peut-être. Les changer tous les mois environ. Il marqua une pause, son regard rencontrant à nouveau le mien. Je pensais que vous pourriez être la première artiste que je présente. Je le fixai, mon cœur commençant à battre la chamade. Moi, Julien, je ne peux pas. Mes peintures ne sont pas assez bonnes. Laissez-moi en juger, dit-il doucement. Pensez Y. C'est tout. Sans pression. Mais je pense que les gens devraient voir votre travail. Je rentrais chez moi ce soir-là dans un état second. Ma propre exposition. C'était une pensée terrifiante et exaltante. C'était le genre de rêve que la jeune fille de 19 ans de mon autoportrait aurait eu. Pendant 7 ans, j'avais mis toute mon énergie à réaliser le rêve de Léo. L'idée que mon propre rêve puisse être à portée de main était presque trop difficile à comprendre. Je restais éveillée tard cette nuit-là. Non pas à cause du chagrin, mais de l'excitation. Je regardais toutes les peintures que j'avais faites au cours des derniers mois. Il y en avait des dizaines. Une chronique visuelle de mon voyage du cœur brisé à la guérison. Elles étaient bonnes. Je pouvais le voir maintenant. Elles étaient vraiment bonnes. Je pouvais le faire. Je voulais le faire. Le lendemain, j'entrais dans la page ancrée, avec une nouvelle assurance dans ma démarche. Julien était derrière le comptoir. Un livre ouvert devant lui. Il leva les yeux quand je m'approchai. Clara. Vous avez réfléchi. Je souris. Un vrai sourire. Plein et sincère. Oui. Dis-je. Et ma réponse est oui. Son sourire en réponse fut plus éclatant que n'importe quelle lumière dans la boutique. J'espérais que vous diriez ça. Nous passâmes l'heure suivante à tout planifier. À décider quelle peinture accrocher. Où les placer. L'excitation était un courant électrique entre nous. C'était comme un vrai partenariat. Une collaboration. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais comme une égale. Je quittais la boutique cet après-midi-là avec l'impression de flotter sur un nuage. L'avenir, qui avait été un trou noir terrifiant, semblait maintenant brillant de possibilités. Je me tenais enfin sur mes propres pieds, construisant une vie dont je pouvais être fière. Je n'étais plus seulement la copine de Léo. J'étais Clara Dubois. J'étais une artiste. Et j'étais heureuse. C'était un bonheur fragile. Je le savais. Mais il était réel. Et alors que je rentrais chez moi, le soleil couchant peignant les feuilles d'automne dans des teintes brillantes d'or et de rouge, je ressentis un sentiment de paix profond et intense. J'avais survécu à la tempête. Le pire était passé. Du moins, c'est ce que je pensais. Les 2 semaines qui suivirent furent parmi les plus heureuses dont je puisse me souvenir. Ma vie avait un nouveau centre de gravité. Au lieu de tourner autour des besoins de Léo, mes journées s'articulaient désormais autour de mon art. Je passais chaque instant libre à peindre, préparant ma petite exposition à la page ancrée. L'échéance imminente me donnait une concentration que je n'avais pas eue depuis des années. Je ne peignais plus seulement pour chasser ma tristesse. Je peignais en direction d'un avenir. Julien était mon partenaire silencieux dans cette aventure. Il installa un éclairage de galerie professionnelle le long du mur de briques, me consulta sur les cadres qui conviendraient le mieux et traita mes aquarelles avec la révérence d'un conservateur de musée. Sa confiance tranquille et inébranlable en moi était l'échafaudage qui soutenait ma nouvelle et fragile assurance. Une connexion tacite grandissait entre nous. Un doux courant de respect et d'affection mutuelle.
Aussi réconfortant que l'air chaud et parfumé de livres de sa boutique. Je commençais enfin à me sentir de nouveau entière. La blessure béante laissée par Léo commençait à cicatriser. Elle était toujours là. Un point sensible dans ma mémoire. Mais elle ne me faisait plus mal à chaque respiration. Je pouvais passer une journée entière sans penser à lui. Parfois. J'en passais même 2. Puis. Un jeudi après-midi. Manon fit voler en éclats mon nouveau monde paisible. J'étais derrière le comptoir du bistrot. Essuyant la surface en acier inoxydable. Fredonnant pour moi-même. Le coup de feu du déjeuner était terminé. Manon sortit de l'arrière-salle. Le visage inhabituellement sombre. Elle tenait un exemplaire du « Courrier de Vieux-Port », l'hebdomadaire local habituellement rempli de nouvelles sur les matchs de football du lycée et les kermesses. Elle l'ouvrit sur le comptoir devant moi. Son doigt pointé sur une photo. « Je suis vraiment désolée. » « Clara » dit-elle à voix basse. « J'ai pensé que tu devrais voir ça avant que quelqu'un d'autre ne te le montre. » Mon fredonnement cessa. Je baissai les yeux. Et le sol se déroba sous mes pieds. C'était une grande photo sur papier glacé dans la page des mondanités. Léo et Éléonore. Ils se tenaient serrés l'un contre l'autre. Rayonnants. Sa main posée sur sa poitrine. Une énorme bague en diamant brillant à son doigt. Ils étaient resplendissants. Triomphants et incroyablement parfaits. Ils portaient le même smoking que j'avais vu sur ses photos de réseaux sociaux. Elle portait une superbe robe blanche. On aurait dit les figurines d'une pièce montée. Mais c'est le titre au-dessus de la photo qui me coupa le souffle. Le couple phare de l'hôpital annonce ses fiançailles, le docteur Léo Fournier épousera le docteur Éléonore Vasseur. Fiancé. Le mot résonna dans le silence soudain et assourdissant de mon esprit. Fiancé. Mon sang se glaça. Je lus l'article qui accompagnait la photo. Mes yeux parcourant les lignes de prose joyeuses et élogieuses dans un brouillard d'incrédulité. Ils parlaient de leur passion commune pour la médecine. De leur brillante carrière. Il mentionnait son père. L'estimé professeur Olivier Vasseur. Et combien il était ravi d'accueillir Léo dans leur éminente famille locale. Ils détaillaient leurs projets pour un somptueux mariage l'été suivant dans le domaine familial des Vasseur au bord de la Seine. C'était un conte de fées. Un conte de fées parfait et magnifique. Construit directement sur les ruines de ma vie. Clara ? La voix de Manon était un son lointain. Venant de très loin. Ça va ? Je ne pouvais pas répondre. Je sentis un calme étrange et détaché s'installer en moi. Le genre d'immobilité sinistre que l'on trouve dans l'œil du cyclone. La douleur était si immense. Si accablante. Que mon corps s'était simplement arrêté. C'était au-delà des larmes. C'était une implosion interne. Profonde. J'avais bêtement cru que le pire était passé. J'avais pensé que la trahison initiale était la coupure la plus profonde. J'avais tort. C'était pire. C'était la confirmation. C'était la preuve irréfutable. Officielle. Que cette année n'était pas seulement une relation ratée. Mais un mensonge. Une tromperie calculée. Leur relation n'était pas nouvelle. La chronologie de l'article était claire. Ils étaient un couple apprécié au sein de la communauté hospitalière depuis près d'1 an. Ce qui signifiait que, pendant la dernière année de notre relation, alors que je faisais des doubles services pour payer ses frais d'examen, alors que je préparais avec amour ses déjeuners et que je me disais que sa distance n'était que du stress, il était avec elle. Il construisait cette autre vie. Cette vraie vie. Tout en me gardant sur le côté comme son système de soutien pratique et peu coûteux. Je n'avais pas seulement été remplacée. J'avais été utilisée. J'étais un outil qui avait rempli sa fonction et qui était maintenant jeté. Les 7 dernières années de ma vie n'étaient pas un partenariat.
C'était une transaction. J'avais payé, de toutes les manières imaginables, son billet d'entrée dans ce nouveau monde. Et à l'instant où il est arrivé, il m'a claqué la porte au nez. Il faut que j'y aille, dis-je. La voix plate et robotique. Je détachai mon tablier et le laissai tomber sur le comptoir. Clara. Attends. Cria Manon derrière moi. Sa voix teintée de panique. Ne reste pas seule maintenant. Mais je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais être nulle part. Je sortis du bistrot, laissant le journal et mon ami derrière moi. Et je me mis à marcher. L'air vif de l'automne me semblait glacial sur la peau. Les couleurs joyeuses des feuilles d'automne me paraissaient criardes et offensantes. Je me retrouvais, sans surprise, devant la page ancrée. Je pouvais voir Julien à travers la vitrine, en train de parler à un client. Il leva les yeux, me vit. Et son sourire de bienvenue s'effaça rapidement quand il vit mon visage. Il dit quelque chose au client et vint immédiatement à la porte. Clara? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Ses yeux bienveillants remplis d'alarme. J'ouvris la bouche pour le lui dire. Mais les mots ne sortirent pas. Un terrible sanglot étouffé franchit enfin le barrage de mon engourdissement. Le son était rauque et laid. Je ne pouvais plus respirer. Le monde basculait. Les bords de ma vision s'assombrissaient. Les mains de Julien se posèrent sur mes bras, me stabilisant. D'accord. Venez. À l'intérieur. Il me guida à travers la boutique, dépassant les regards inquiets des quelques clients, et dans le petit bureau derrière le comptoir. Il me fit asseoir dans sa chaise de bureau usée et s'agenouilla devant moi. Respirez, dit-il. Sa voix une encre calme et rassurante dans ma panique grandissante. Respirez simplement avec moi. Inspirez. Et expirez. J'essayai de suivre ses instructions. Ma poitrine secouée de sanglots convulsifs. Il attendit patiemment. Sans me presser. Sans m'envahir. Restant simplement là. Une présence solide dans mon chaos. Quand mes pleurs se calmèrent enfin en hoquets épuisés, je réussis à sortir les mots. Il est fiancé. Julien n'eut pas besoin de demander qui. Son visage se crispa. Une lueur de colère dans ses yeux doux. Je vois, dit-il. Sa voix calme mais teintée d'acier. Tout était un mensonge. Murmurai-je. La honte et l'humiliation déferlant sur moi en une nouvelle vague écœurante. Depuis le début. Il était avec elle. Et moi? J'étais juste l'idiote qui payait ses factures. Non, dit Julien fermement. Son regard inébranlable. Vous n'étiez pas une idiote? Clara. Vous étiez confiante. Vous étiez loyale. Vous aimiez quelqu'un. Il n'y a aucune honte à cela. La honte lui appartient entièrement. Ces mots furent un baume sur ma fierté blessée. Mais la douleur était toujours une chose physique. Un éclat de glace dans mon cœur. Tous les progrès que j'avais faits. Toute la guérison. Toute la fragile confiance que j'avais bâtie. Tout cela me semblait une blague. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu me laisser dévaloriser à ce point? L'exposition? Dis-je. La voix creuse. Je ne peux pas la faire. Quoi? Pourquoi pas? Parce que c'est une imposture. M'écriai-je en gesticulant sauvagement. Toutes ces peintures sur la guérison et la découverte de soi. C'est un mensonge. Je ne suis pas guéri. Je suis revenu à la case départ. Je suis un cliché pathétique. La fille larguée qui s'est mise à un hobby. Personne ne veut voir ça. Moi. Je veux le voir.
dit-il. Sa voix inébranlable. Manon veut le voir. Serge du bistrot veut le voir. Cette gentille vieille dame qui achète les romans policiers veut le voir. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous avez fait n'est pas un mensonge? Clara. C'est la chose la plus vraie au monde. Vous avez pris la pire douleur de votre vie et vous en avez fait quelque chose de beau. Ce n'est pas pathétique. C'est la définition même de la force. Je le fixais. Les larmes brouillant à nouveau ma vision. Il voyait de la force là où je ne voyais que de la faiblesse. Il voyait de la beauté là où je ne voyais que des décombres. Je ne me sens pas forte? Murmurai-je. Vous n'avez pas à vous sentir forte? Dit-il. Vous devez juste continuer. Ne le laissez pas vous prendre ça aussi. Il a déjà pris assez. Cet art. Cette exposition. C'est à vous. Ne laissez pas son ombre planer dessus. Je voulais le croire. Je voulais être la personne forte qu'il voyait. Mais l'annonce publique des fiançailles me semblait être un verdict final et écrasant sur ma vie. Il avait gagné. Il avait obtenu tout ce qu'il avait toujours voulu, la carrière. L'argent. La fiancée parfaite et approuvée par la société. Et moi? Qu'avais-je? Un travail à temps partiel dans un bistrot et quelques dizaines d'aquarelles. C'était une blague cosmique insupportablement injuste. Je quittais la librairie ce jour-là en me sentant plus perdu et brisé que le soir où il était parti. La petite lueur de but que j'avais trouvée s'était éteinte, noyée par un raz-de-marée d'inadéquation et de honte. Je rentrai dans mon appartement vide et je ne peignis pas. Je rangeai mes fournitures d'art, les mettant au fond du même placard où elles avaient langui pendant 7 ans. Julien avait tort. La tempête n'était pas passée. Elle s'était juste regroupée, attendant de me frapper avec toute sa force dévastatrice. Et cette fois, j'avais peur de ne pas y survivre. Les jours qui suivirent l'annonce des fiançailles furent une retraite dans l'obscurité. J'appelai Serge pour lui dire que j'avais la grippe, que je ne pouvais pas venir travailler. C'était un mensonge. Mais la vérité semblait bien trop complexe et pathétique à expliquer. L'idée d'affronter les regards apitoyés des habitués, de devoir faire la conversation autour d'un café et de crêpes, était insupportable. J'avais besoin d'être invisible. Mon appartement, qui avait commencé à ressembler à un sanctuaire, redevint ma prison. Je tirai les stores, bloquant la lumière du soleil d'automne, et je vécus dans une pénombre perpétuelle. Je ne peignais pas. Le chevalet dans le coin semblait se moquer de moi. Un monument à un espoir stupide et fugace. Mes fournitures d'art étaient de retour dans le placard, ensevelies sous le poids de mon échec. Les mots de Julien sur la force résonnaient dans mon esprit. Mais il me semblait être une langue étrangère que je ne pouvais pas comprendre. La force était pour les autres. Moi, j'étais simplement brisée. Manon passait tous les jours. Elle apportait des courses que je ne mangeais pas et des films que je ne regardais pas. Elle s'asseyait avec moi dans la pénombre, parfois en parlant, parfois en étant simplement une présence silencieuse et réconfortante. Tu ne peux pas rester enfermé ici pour toujours, dit-elle doucement le 3e jour, en essayant de me faire avaler une cuillerée de soupe. Pourquoi pas? Marmonnai-je en détournant le visage. Il n'y a rien pour moi dehors. Si. Il y a. Insista-t-elle. Il y a toute une vie dehors qui n'a rien à voir avec lui. Tu commençais à la construire? Clara. N'arrête pas maintenant. C'était un fantasme. Manon. Je jouais à l'artiste. Mais je n'en suis pas une. Je suis juste l'ex-petite amie. C'est toute mon identité dans cette ville. Même les appels de Julien allaient directement sur ma messagerie vocale. Il laissait des messages calmes et encourageants.
Je prends juste de tes nouvelles. Clara. Le mur est toujours là. Il t'attend. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Chaque message était un petit rappel douloureux de l'espoir que j'avais perdu. Je ne pouvais pas faire face à sa gentillesse. J'avais trop honte de ma propre faiblesse. Le jour prévu pour le vernissage de l'exposition arriva et passa. Je le passai au lit. Les couvertures tirées sur ma tête, essayant de dormir pour faire passer les heures. Le silence du monde extérieur était assourdissant. J'avais échoué. J'avais laissé tomber tout le monde. Sur Out, je m'étais laissé tomber moi-même. Une semaine passa. Puis une autre. Je commençais à manquer d'argent. Je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Avec un sentiment d'effroi, je me traînai finalement hors de mon appartement et retournai au bistrot. La cloche au-dessus de la porte tinta à mon entrée, annonçant mon retour au monde. Quelques habitués levèrent les yeux. Ils ne me dévisagèrent pas. Ils me firent juste de petits sourires tristes et retournèrent à leurs journaux. Serge m'accueillit au comptoir. Content de te revoir? Gamine, dit-il. La voix bourrue mais gentille. Tu nous as manqué. Il ne demanda pas si j'allais mieux. Il savait. La routine familière du travail était à la fois un réconfort et un tourment. Elle occupait mes mains, mais laissait mon esprit libre de ruminer et d'être obsédé. Je fis mon service dans un état second. Mon sourire plaqué sur mon visage. Mon vrai moi caché quelque part au plus profond de moi. C'était un mardi. En fin d'après-midi. Quand il entra. La cloche tinta. Et je levai les yeux de la cafetière que je remplissais. Ma salutation de serveuse standard prête sur mes lèvres. Bienvenue aux chaînes tordues. Je peux vous. Les mots moururent dans ma gorge. C'était Léo. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, semblant complètement déplacé dans son costume anthracite coûteux et ses chaussures en cuir poli. Il paraissait plus mince que dans mon souvenir. Et de nouvelles rides de stress marquaient le coin de ses yeux. Mais il était toujours aussi terriblement beau. Mon cœur eut un sursaut douloureux et violent. Un bond de reconnaissance traître. Pendant une seconde terrifiante, ma seule impulsion fut de courir vers lui. Puis je vis l'expression sur son visage. Il n'était pas là pour me voir. Il était là en mission. Ses yeux parcoururent le bistrot. Une lueur de dégoût traversant ses traits alors qu'il observait le sky craquelé et le linoléum usé. Il ressemblait à un roi en visite dans les bas-fonds. Il me vit. Et son expression passa à une politesse forcée. Il se dirigea vers le comptoir. Ses pas mesurés et confiants. Il n'était plus l'étudiant fauché et épuisé que j'avais connu. Il était le docteur Fournier. Un homme d'importance. Clara, dit-il. Sa voix basse et douce. On peut parler? Quelque part en privé? Mes pieds étaient enracinés au sol. Ma voix, quand je la retrouvai enfin, n'était qu'un murmure fluet. Qu'est-ce que tu fais ici? Léo? J'ai juste besoin de 5 minutes de ton temps, dit-il. Ses yeux évitant les miens, se concentrant plutôt sur un point du mur juste au-dessus de mon épaule. C'est important. Manon sortit de la cuisine. Un plateau de vaisselle à la main. Elle vit Léo et se figea. Ses yeux se rétrécissant en fente dangereuse. Elle posa le plateau avec un grand bruit sec. Tu as un sacré culot de te montrer ici. Siffla-t-elle. La voix dégoulinante de venin. Manon. S'il te plaît. Dis-je en posant une main sur son bras. C'était mon combat. Je conduisis Léo dans la réserve. L'endroit où j'avais versé tant de larmes pour lui. L'ironie ne m'échappa pas. La petite pièce sans fenêtre était remplie de l'odeur familière de l'eau de javel et des épices en vrac.
Je m'appuyai contre une pile de conserves de pêche, croisant les bras sur ma poitrine, créant une barrière physique entre nous. Qu'est-ce que tu veux? Il avait l'air mal à l'aise. Pas dans son élément. Écoute. Je sais que c'est gênant. Commença-t-il. Gênant? Le coupai-je. Une bulle de rire hystérique montant dans ma gorge. Gênant. C'est de croiser un ancien professeur au supermarché. Ça. C'est. Tout autre chose. Il soupira, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. D'accord. Tu as raison. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Je ne suis pas en colère? Léo. Dis-je. Et la chose terrifiante? C'est que c'était vrai. La rage s'était consumée, laissant derrière elle un vide froid et dur. Je suis juste fatigué. Alors s'il te plaît, dis ce que tu es venu dire et va-t'en. Il prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de plonger dans une eau glacée. C'est à propos des fiançailles. À propos d'Éléonore. Sa famille est très traditionnelle. Ils tiennent à leur vie privée. La réputation est tout pour eux. Je le fixai, sans comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il me regarda enfin, et ses yeux étaient suppliants. Mais ce n'était pas un appel au pardon. C'était une demande de service. Ils savent que nous avons été ensemble longtemps. Éléonore a dû leur dire. Et ils sont inquiets. Inquiets que notre passé puisse devenir une source de commérage. Que tu puisses dire des choses. Le sang quitta mon visage. Je me sentis prise de vertige. Il n'était pas là pour s'excuser. Il n'était pas là pour s'expliquer. Il était là pour acheter mon silence. Il était là pour gérer ses relations publiques. Dire des choses? Répétais-je. Ma voix dangereusement calme. Quel genre de choses? Léo? La vérité? Tu veux dire la vérité? Que je t'ai soutenu pendant 7 ans? Que tu la voyais alors que tu vivais encore avec moi? Que tu m'as largué 2 semaines après que j'ai payé tes frais d'examen? Cette vérité-là? Il tressaillit à chaque mot. Comme si je le frappais physiquement. Ce n'est pas si simple. Clara. Les choses sont devenues compliquées. Non. C'est aussi simple que ça. Répliquai-je. Ma voix gagnant en force. Alimentée par une fureur soudaine et glaciale. Tu m'as utilisé. Et maintenant? Tu as peur que ta nouvelle famille riche et importante découvre que leur gendre primé a un vilain petit secret dans son passé. Une serveuse d'un boui-boui qui sait exactement quel genre d'homme il est vraiment. Ce n'est pas juste. Protesta-t-il? Sa voix montant de frustration. Je tenais à toi. Ah oui. Rétorquai-je. Quand? Entre 2 mensonges? Entre 2 rendez-vous avec ta future fiancée? Quand exactement est-ce que tu tenais à moi? Léo? Il semble que j'ai raté ce moment. Il n'eut aucune réponse. Il resta juste là. L'air piégé. Et à cet instant, je le vis pour la première fois avec une clarté parfaite et dévastatrice. L'amour que j'avais ressenti pour lui. Le chagrin. Le cœur brisé, tout s'évapora. Tout ce que je voyais, c'était un homme faible. Égoïste et profondément pathétique. Un lâche. Je suis venu ici pour te demander, par courtoisie, d'être discrète, dit-il. La voix raide maintenant. Son charme remplacé par un droit froid et arrogant. Pour le bien de tout le monde. Il n'y a pas besoin de remuer tout ça. C'est du passé. Laissons les choses comme elles sont. C'était ça. Mon moment de choix.
Je pouvais être la fille calme et accommodante qu'il s'attendait à ce que je sois. La fille qui hocherait la tête et accepterait son sort. Qui ravalerait sa douleur pour protéger sa réputation. La fille que j'avais été pendant 7 ans. Ou je pouvais être quelqu'un d'autre. Je pensais à Julien, me disant que j'étais forte. Je pensais à mes peintures, cachées dans le placard. Je pensais aux 7 années que j'avais données. Je me redressais, décroisant mes bras. Je le regardais droit dans les yeux. Et pour la première fois, je ne me sentis pas plus petite que lui. Je me sentis plus grande. Non. Dis-je. Le mot était calme. Mais il remplit la petite pièce d'une puissance inébranlable. Il cligna des yeux. Confus. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je veux dire. Non. Répétai-je. Ma voix claire et stable. Mes 7 années ne sont pas ton vilain petit secret à balayer sous le tapis. Mon histoire n'est pas un inconvénient pour ta nouvelle vie parfaite. C'est ma vie. C'est arrivé. Et je ne serai pas réduite au silence par toi ou par la puissante famille de ta fiancée. Je ne me ferai plus petite juste pour que tu sois à l'aise. Il me dévisagea. La bouche légèrement entr'ouverte. Il voyait une femme qu'il ne reconnaissait pas. Une femme que je commençais à peine à rencontrer moi-même. Tu as ta vie. Léo. Continuai-je. Ma voix calme. Dénuée de l'émotion qui m'avait tourmentée pendant des mois. Va la vivre. Mais ne reviens plus jamais ici me demander de cacher mon passé pour protéger ton avenir. Maintenant, j'ai des clients à servir. J'ai besoin que tu partes. Je me tournai et me dirigeai vers la porte. La main sur la poignée. Je n'attendis pas sa réponse. Je m'en fichais. J'ouvris la porte et retournai dans le bistrot. Le laissant seul au milieu des boîtes de conserve de pêche géantes. Je ne regardai pas en arrière. Je savais, avec une certitude qui s'installa au plus profond de mes os, que je n'aurais plus jamais à regarder en arrière. Il appartenait à mon passé. Et pour la première fois, j'étais prête à entrer dans mon avenir. Sortir de cette réserve, c'était comme sortir d'un tombeau. J'y avais laissé le fantôme de mon ancien moi avec lui. En retournant dans l'espace familier et lumineux du bistrot, le monde me parut différent. Plus net. Plus clair. Manon attendait anxieusement près de la machine à café. Les yeux écarquillés de questions. Je lui fis un petit signe de tête ferme. Une vague de soulagement déferla sur son visage. Elle savait, sans que j'aie à dire un mot, qu'une bataille avait été gagnée. Je pris une cafetière et me dirigeai vers une table d'habitués. Mes mouvements stables et assurés. Je sentis la présence de Léo derrière moi alors qu'il traversait le bistrot et sortait par la porte. La petite cloche tinta pour marquer sa sortie. Un son de finalité. De libération. Je ne me retournai pas pour le regarder partir. Il n'était plus un personnage de mon histoire. Il n'était qu'une note de bas de page. Ce soir-là, après mon service, je ne rentrai pas chez moi. Je marchai directement jusqu'à la page ancrée. Les lumières étaient allumées, projetant une lueur chaude et accueillante sur la rue qui s'assombrissait. Je poussai la porte. Julien était derrière le comptoir, en train de ranger une pile de livres. Il leva les yeux, et un lent sourire se dessina sur son visage quand il me vit. Ce n'était pas un sourire de pitié ou d'inquiétude. C'était juste un sourire. Un accueil. Clara, dit-il. Sa voix empreinte d'une douce surprise. Salut, dis-je, ressentant une nervosité étrange et merveilleuse. Est-ce que l'offre tient toujours? Pour le mur? Son sourire s'élargit.
Il posa les livres et s'appuya contre le comptoir. Le mur a été très patient, dit-il. Il commençait à croire que vous l'aviez oublié. Je suis désolé, dis-je. L'excuse sincère. Je me suis perdu un moment. On se perd tous parfois, répondit-il. Son regard bienveillant et compréhensif. L'important, c'est de retrouver son chemin. Êtes-vous de retour, Clara? Je pris une profonde inspiration. L'air sentant le café, le vieux papier et les possibilités. Oui, dis-je. Et le mot me sembla la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Je suis de retour. Les jours suivants furent un tourbillon de détermination renouvelée. Je récupérai mes fournitures d'art du placard. Mais cette fois, je ne me contentais pas de les sortir. Je les organisais. J'achetai un véritable serviteur d'artiste pour ranger mes peintures et mes pinceaux. J'installai mon chevalet de façon permanente près de la fenêtre qui avait la meilleure lumière. Mon art n'était plus un passe-temps temporaire. Une réaction à mon chagrin. C'était une partie permanente de ma maison. C'était une partie permanente de moi. Ma confrontation avec Léo avait débloqué quelque chose en moi. Les dernières scories de douleur et d'humiliation avaient été remplacées par un sentiment de valeur personnelle propre et vivifiant. Cela se déversa de moi sur la toile. Je peignis avec une audace que je n'avais pas possédée auparavant. Mes couleurs étaient plus vives. Mes coups de pinceau plus assurés. Je ne peignais plus seulement ma guérison. Je peignais ma force. Une semaine plus tard, nous accrochâmes l'exposition. Julien et moi travaillâmes tard dans la nuit, plaçant soigneusement chaque peinture sur le grand mur de briques. Quand nous eûmes terminé, nous prîmes du recul pour admirer notre travail. Le mur était transformé. Il était vivant de couleurs et d'émotions. Mon parcours des derniers mois était exposé à la vue de tous, les abstraits sombres et chaotiques de mon chagrin initial, les paysages timides et pleins d'espoir de mes premiers pas vers le rétablissement, et les nouveaux portraits vibrants que j'avais peints la semaine dernière, pleins de lumière et de vie. Julien avait imprimé une petite pancarte élégante à suspendre à côté de la collection. On pouvait y lire. La 7e année, aquarelle par Clara Dubois. Voir mon nom imprimé, formellement lié à mon art, me coupa le souffle. J'étais Clara Dubois. J'étais une artiste. Nous décidâmes d'organiser un petit vernissage informel le samedi suivant. J'étais terrifiée que personne ne vienne. Mais Julien mit une affiche dans la vitrine. Manon en parla à tout le monde au bistrot. Et Serge publia même un message sur la page Facebook du bistrot. Le samedi soir arriva. La librairie était remplie du bourdonnement des conversations et du léger tintement des verres. Et elle était pleine de gens. Manon était là. Rayonnante d'une fierté si féroce qu'elle semblait sur le point d'éclater. Serge était là. L'air maladroit mais impressionné dans une chemise et une cravate. Mes habitués du bistrot étaient là. Déambulant d'une peinture à l'autre. Leur visage plein de surprise et d'admiration. Les clients calmes et studieux de la boutique de Julien étaient là. Ils étaient tous là pour moi. Je restais dans un coin, submergé et profondément ému. Des gens s'approchèrent de moi. Des inconnus. Pour me dire combien ils aimaient mon travail. Une femme âgée aux yeux bienveillants me dit que l'un de mes paysages orageux capturait parfaitement ce qu'elle avait ressenti après le décès de son mari. Un jeune étudiant me dit que mon utilisation de la couleur était inspirante. Il ne voyait pas seulement des peintures. Il voyait les sentiments derrière elles. Il se connectait à mon histoire. De l'autre côté de la pièce, je vis Julien qui m'observait. Il ne parlait à personne. Il se contentait de me regarder. Une expression de fierté profonde et tranquille sur son visage. Il leva son verre vers moi dans un toast silencieux. Je lui souris en retour.
Un vrai sourire radieux qui atteignait mes yeux. À cet instant, je me sentis vue. Je me sentis valorisée. Je me sentis entière. Plus tard dans la soirée, après que la foule eut commencé à se disperser, je me retrouvai à côté de lui, regardant le mur. « C'est vous qui avez fait ça, Clara ?» dit-il doucement. « C'est incroyable. C'est nous qui avons fait ça. » Le corrigeai-je. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. J'ai juste tenu l'échelle, dit-il avec un haussement d'épaules modeste. C'est vous qui avez fait toute l'escalade. Nous restâmes dans un silence confortable, épaule contre épaule, à regarder les peintures. Un petit point rouge était collé sur le cadre d'une de mes œuvres plus récentes, un portrait vibrant et ensoleillé de Manon en train de rire. « Vous en avez vendu une ?» murmurai-je, la voix remplie d'admiration. « 3. En fait, dit-il en désignant 2 autres points rouges que je n'avais pas vus. Cette gentille vieille dame qui adore les romans policiers a acheté celle de l'orage. Des larmes piquèrent mes yeux. Mais pour la première fois depuis très longtemps, c'étaient des larmes de joie pure et sans mélange. Alors que les derniers invités partaient, nous laissant seuls dans la boutique calme et paisible, Julien se tourna vers moi. Et maintenant, Clara Dubois ? demanda-t-il. Je regardai les peintures sur le mur. La chronique de mon cœur brisé et de ma reconstruction lente et laborieuse. Je pensais aux 7 années que j'avais passées dans l'ombre, croyant que ma valeur était liée au rêve de quelqu'un d'autre. Et je pensais à l'avenir. Une toile vierge qui m'attendait. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Et pour la première fois de ma vie. Ça me semble excitant. Il sourit. J'ai le sentiment que ça va être magnifique. Il fit un pas de plus vers moi. Et sa main trouva la mienne. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens. Une connexion simple, chaude et merveilleusement solide. Ce n'était pas un geste de possession ou de besoin. C'était un geste de partenariat. D'égalité. Nous nous dirigeâmes vers la grande vitrine de la boutique et regardâmes la rue calme de notre petite ville. Les lumières de Vieux-Port-sur-Mer scintillaient sous un ciel clair et étoilé. Ce n'était plus une cage ou un lieu de souvenirs douloureux. C'était juste la maison. Ma maison. Je pensais brièvement à Léo. Je l'imaginais dans sa grande vie luxueuse avec sa belle et riche fiancée. Je ne ressentis aucune colère, aucune amertume. Je ne ressentis rien du tout, sauf un sentiment lointain et calme de gratitude. Sa trahison, aussi cruelle et dévastatrice qu'elle ait été, avait été un cadeau. Elle avait brisé ma vie si complètement qu'elle m'avait forcé à en construire une nouvelle. Une meilleure, à partir des décombres. Il m'avait, par inadvertance, libérée. J'appuyai ma tête contre l'épaule de Julien, regardant mon reflet dans la vitre sombre. La femme qui me regardait en retour n'était pas la même jeune fille qui avait pleuré sur un gâteau cassé sur le sol de la cuisine. Ses yeux n'étaient pas remplis de chagrin. Ils étaient remplis de peinture, de lumière, et de la force tranquille et inébranlable d'une femme qui s'était enfin, vraiment, trouvée. La 7e année n'avait pas été la fin. Elle avait été le commencement.